Allô? Oui, allô? Oui, allô? Ah, c'est toi, bonjour et bienvenue sur Allô, à livre ouvert, le podcast qui vous fait raccrocher les téléphones. Et décrocher des livres des bibliothèques. Ça va, Koumana? Wa alaykoum salam, j'espère que tu vas bien et que tout le monde va très très bien. Alhamdulillah. Alors, Allô, c'est un podcast littéraire qui est présenté donc par moi-même, Anna et Kerima, et on a à cœur de présenter des auteurs peu connus et qui méritent d'être connus, et aussi de faire redécouvrir l'amour de la lecture et voilà, de vous inciter à lire. Vous pourrez nous retrouver sur YouTube et sur Spotify après il y aura une rediffusion après Oui, le live. Inch'Allah. mais en tout cas, t'es très lumineuse aujourd'hui, t'es très C'est rayonnante. normal. Il faut que je montre les coulisses. Regarde. Voilà. Je suis dans les locaux de Vaste Ressources à Villeneuve-d'Ascq et j'ai investi. Mais c'est trop, non? Parce que du coup, non. Non, non, c'est bien, au contraire, il y a une soeur qui m'a dit que chez moi, ça grisouillait. Donc, si ça grisouille, je vais ouvrir le volet. Ok. Bon. Alors, aujourd'hui, c'est une émission, j'allais pas dire spéciale, mais un petit peu pour Elles moi. sont toujours spéciales. Ouais, c'est ça, en fait, ils sont toujours spéciales. Et en plus, c'est une personne que je connaissais avant personnellement. Bah, il y avait toi, mais on s'est rencontrés pour Allo. Mais la Mhm. personne qu'on va inviter, c'est quelqu'un que je connaissais personnellement, donc c'est un peu spécial, plus ou moins personnellement. Et j'avais remarqué quelque chose pour commencer, c'est que j'ai remarqué, je sais pas si tu avais remarqué Anna, mais la plupart des personnes qui sont venues, en fait, je crois que toutes les personnes, étaient des personnes d'origine maghrébine. Je sais pas si tu avais remarqué, qui sont venues sur Mhm. Allo, Oui. c'est ça? Et je dis pas ça pour faire du racisme ou quoi que ce soit, c'est juste pour dire que je me suis dit quand même, enfin je me suis penchée un peu sur ça, je me suis dit mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour de ça, autour de... Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme Swat quand elle était venue, elle nous a expliqué qu'elle était un peu en déracinement entre son pays d'origine et le pays d'accueil en fait. Et j'ai décidé du coup de me pencher un peu sur ce sujet et je suis tombée sur un truc que je connaissais pas, qui m'a fortement étonnée, qui est l'histoire de la littérature maghrébine francophone. Donc ça, c'est un truc que j'ai découvert. Et en fait, c'est une littérature qui a émergé pendant la colonisation française, bien sûr, donc dans les trois pays du Maghreb. Et comme on s'en doute, c'est une littérature qui dénonce, qui interroge et qui met aussi le focus en fait sur ce phénomène-là de la colonisation. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est des phénomènes qui me parlent beaucoup, voilà, qui me tiennent à cœur. Et on voit vraiment le type de conséquences qu'il y a eu. Donc, il y a eu des conséquences désastreuses de la colonisation, on le sait. Mais en fait, subhanallah, on se dit que dans le mal, il y a eu un bien parce qu'il y a eu cette littérature-là qui a émergé. Et ça a donné la parole à beaucoup de personnes, en fait. Ça a libéré la parole. Et aussi, ce qu'il fallait rajouter, c'est que notamment pendant les périodes d'indépendance, donc l'Algérie, c'est 1962. Le reste, je ne sais pas, c'est tout ce que je connais. Bon. Mhm. En tout cas, pendant les périodes d'indépendance, on a vu cette littérature-là un petit peu exploser. Et on va dire que les premiers ouvrages étaient un petit peu timides. On n'osait pas trop dénoncer la colonisation. Mais par la suite, en fait, quand il y a eu les phénomènes d'indépendance, eh bien, on a vu que dans l'écriture, il y avait un peu un phénomène de libération. C'est-à-dire que les auteurs, ils se sont un peu lâchés et ils se sont libérés en pointant du doigt vraiment les conséquences néfastes. Parce qu'on les pointait du doigt au début, mais quand il y a eu l'indépendance, c'est comme si en gros, on n'a plus besoin d'avoir peur. Donc vraiment, ils se sont lâchés au niveau de l'écriture. Et parce que même ce qui est drôle, entre parenthèses, c'est qu'au début, les premiers ouvrages sur la colonisation, ils voyaient un peu d'un bon oeil l'assimilation culturelle forcée, tu sais, le dévoilement des femmes et tout. Certains voyaient ça d'un bon oeil. Alors, est-ce qu'ils le voyaient d'un bon oeil ou alors est-ce qu'ils avaient peur de dire autre chose? Parce qu'à mon avis, ça devait être contrôlé aussi, tu vois. Mhm. Les ouvrages, je sais pas, mais en tout cas, par la suite, ça, ils se sont, on va dire, lâchés au niveau de la critique. Et moi, je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui parce que, comme j'ai dit, on a interviewé beaucoup d'auteurs maghrébins, Mhm. dont moi qui le suis à moitié aussi. Mon père est algérien, ma mère française. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment des problématiques dont on ne parle pas souvent, mais c'est quelque chose d'important. Par exemple, je vais prendre l'exemple de mon mari qui est marocain, il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et ben, je vois que dans sa façon d'être maintenant, je vois qu'il a un peu, c'est pas un déchirement, mais je vois qu'il a cette double culture à assimiler parce qu'il a la culture de son pays qu'il veut pas oublier parce que c'est son pays, c'est toute sa vie. Et maintenant, il est en Belgique depuis presque 5 ans, donc je vois que aussi, je vois qu'il commence à avoir des codes culturels européens. Et subhanallah, je me dis que c'est quelque chose d'intéressant de, voilà, cette littérature-là entre deux continents, entre deux rivages, elle est quand même assez intéressante. Donc, juste pour donner un peu de, voilà, aux personnes qui seraient intéressées, quelques noms à retenir. Donc, il y a le roman de Mahmoud Aslan, Les yeux noirs de Laïla, qui apparemment a fait un succès.
Il y a eu aussi, en termes d'auteurs, donc Tahar Ben Djeloun, Mahmoud Aslan, comme j'ai dit, Elisa Chimanti, Jamila Debesh, Asia Djebar et Malika Mokedem. C'est ceux que j'ai un peu voilà, ceux que j'ai un petit peu retenus. Et voilà, je trouvais ça important de. Des fois, en fait, se replonger dans cette littérature-là, ou se plonger dedans tout simplement, bah, ça permet des fois de savoir d'où on vient. Et c'est important, je pense, de savoir. Même si on n'a pas fait les colonisations, on n'a pas vécu ces périodes-là, mais savoir que nos ancêtres, ils ont peut-être traversé des choses compliquées pour qu'on soit ici, que ce soit un bien ou un mal, je pense que c'est important. Voilà, c'était mon petit rappel d'aujourd'hui sur ça. L'importance du Ben, merci beaucoup. Et c'est marrant parce qu'on s'était pas du tout concerté. mis d'accord, concerté. Et moi, je vais être dans ta lancée. Et subhanallah, c'est vraiment génial. Juste peut-être les noms d'auteurs que tu as cités, pour ceux que ça intéresse, on pourra les noter en dessous Oui, on le notera, ouais. de la vidéo, voilà, ou en dessous du lien du podcast, vous aurez le nom des auteurs. Ouais. Et moi, Ah en oui, fait, donc par rapport, on est sur la même bah longueur ouais, d'onde. on est vraiment sur le même thème. Ouais. Je pense que c'est l'auteur qu'on va recevoir aujourd'hui qui nous a inspiré. Ouais. Et en tout cas, moi, ce que je veux partager avec vous, c'est directement lié justement au livre qu'on va vous présenter après. Ouais. Et donc, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'accompagne à l'écriture de livres. Donc, je vais vous parler en fait d'un type de livre très particulier qui est les mémoires de famille. Et c'est quelque chose que moi personnellement j'ai envie de faire depuis des années et je franchis pas le pas, mais j'ai très très envie d'écrire un petit témoignage familial en fait sur la structure de ma famille, sur les mémoires, sur des souvenirs, sur des témoignages de membres de ma famille. Et donc je vais vous donner quelques éléments si par exemple ça vous parle en fait. Alors je parle pas d'aller faire un grand travail de généalogie, pas forcément, mais en tout cas d'écrire ce que vous avez déjà entre vos mains et entre les mains de vos parents et des personnes proches et que vous pouvez mettre sur papier et ce serait comme fixer un petit peu les souvenirs et puis ça peut faire un très très beau cadeau après pour les descendants. Oui, c'est vrai. Ça permet aussi, si vous écrivez un livre sur votre famille, de leur rendre hommage tout simplement parce qu'ils deviennent les acteurs principaux d'une histoire, même si l'histoire est réelle. Donc je pense que c'est une façon vraiment de leur rendre hommage et de partager, donc comme je disais, ces souvenirs. Et puis, comme tu parlais aussi des racines et du fait que même si on les connaît pas, ça nous marque. Donc on a tout l'aspect transgénérationnel, le fait que effectivement, même si on ne sait pas d'où on vient, on porte ça en soi. On porte le sang de notre famille. Avec voilà. Pour tout ce qui est transgénérationnel, je ne m'y connais pas plus que ça, mais en tout cas, j'y crois assez. Alors, pour quelques petits conseils rapides par rapport à l'écriture d'une mémoire de famille, déjà, il y a tout l'aspect préparation. Donc, collecter les infos comme des actes de propriété, des actes de naissance, de mariage, des échanges de lettres, par exemple, qu'il y aurait eu entre les membres de famille, des dossiers scolaires, des articles de presse, enfin vraiment tout ce qui concerne votre famille. Alors, quand je parle famille, ça peut être la famille très étroite comme juste les parents, les grands-parents. Elle peut être un peu plus élargie. Les journaux intimes aussi, ça rentre là-dedans, dans la collecte d'infos. Ouais. Et puis aussi les photos, les films de famille. En vérité, je pense qu'on a déjà tous pas mal de matière en général pour commencer un petit livre sur la famille. Oui. Alors, c'est quand même un travail qui prend du temps et parce que il faudra aussi aller, si vous le souhaitez, interviewer des membres de votre famille. Donc, c'est pas mal d'avoir une trame de questions. Comme ça, vous perdez pas de temps et vous posez les questions. Vous savez directement où vous allez. Anna, juste pour qu'on soit clair avec les personnes qui nous Oui. écoutent, là, tu parles d'un roman sur la famille ou genre, par exemple, une généalogie très historique, très documentée. Est-ce que c'est différent, tu vois? En fait, ça dépend ce qu'on va faire après du recueil d'informations, parce que là, on est dans la phase 1 et 2, Ouais. qui est donc recueillir les témoignages et tous les documents. Après, ceux qui se sentent une âme, on va dire, de romancier ou qui sentent qu'il y a une histoire, on peut toujours romancer une biographie. Ouais. Ça s'appelle une biographie romancée, tout simplement. Et si on a envie d'être très fidèle et de raconter l'histoire telle quelle, ce sera plus un travail, entre guillemets, d'historien ou de journaliste, parce qu'un journaliste est censé être neutre et simplement relater les faits. D'accord.
Ok. Donc voilà, peu importe. Peu importe après. Moi, je pense que les personnes sentent ce qu'elles ont à écrire, quand elles doivent l'écrire, si elles doivent l'écrire et comment elles doivent l'écrire. Oui, elles le sentent, c'est vrai. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est Ouais, voilà. d'accord. Surtout quand ça concerne la famille. Il faut vraiment en avoir envie, sinon on le fera pas, Oui. clairement. Donc après avoir tout ce recueil de témoignages et d'informations, faire un plan détaillé. Et donc le plan détaillé, il y a plusieurs façons de présenter l'histoire familiale. Ça Mhm. peut être par rapport au temps, donc de manière chronologique, donc du plus ancien jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être aussi par génération, bon, ça rejoint un petit peu, ou par période, par exemple, on va raconter la Deuxième Guerre mondiale, puis telle période, et en fait de manière historique. Mhm. Ça peut être aussi, les familles en général viennent de différents endroits, donc ça peut être, bon, on va faire toute la famille dans telle ville, puis la partie de famille dans telle ville. Mhm. Enfin, voilà, c'est vraiment le plan après, voilà, ça dépend comment on veut présenter la famille, ou sous forme d'histoire, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, ok. Après, tout ça, après avoir le plan, c'est l'écriture. Ça c'est chacun. Je sais que ça existe, hein, les écrivains, les prête-plumes, ça s'appelle. Donc c'est des gens que vous pouvez payer pour écrire l'histoire à votre place. Donc c'est eux qui vont recueillir les documents, etc. Et puis ils écrivent pour vous. Donc c'est une possibilité si vous n'avez pas envie d'écrire. Mais Ouais. sinon vous écrivez vous-même. Ensuite, c'est toujours important quand on écrit un livre, c'est de se faire corriger et relire, ou Ah oui. plutôt relire et corriger d'abord. Mhm. Voilà. Mais il n'y a pas d'obligation à ça non plus, parce qu'on peut vouloir garder le texte dans sa primeur, en fait, dans son jus. Ouais. Et enfin, le but, c'est quand même de l'éditer, qui Mhm. reste pas en fichier PDF dans votre ordinateur. Ouais. Donc là, il y a la solution de l'auto-édition, c'est la plus simple et la plus rapide. Après, il y a plein de petites maisons donc c'est Amazon, hein, quand je parle d'auto-édition. Ouais. Après, en tout cas, ce que je connais. Après, il y a plein de petites maisons d'édition. Donc, il suffit de frapper aux portes. Il y a tout sur Internet. On peut vraiment rechercher et trouver une maison d'édition. Oui. Et je voulais parler d'un. J'ai vu ça dans une vidéo. En fait, peut-être certains connaissent. C'est une auteure qui s'appelle Maud Ankawa. Et elle a écrit un best-seller, un roman qui s'appelle Kilomètre Zéro. Et quand j'ai écouté son interview, j'ai été épatée en fait. En fait, c'est des amis qui lui ont demandé, il t'arrive plein de choses dans ta vie. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire en livre et il donnait aussi quelques conseils que tu as l'habitude de nous donner. Ouais. Et finalement, comme on lui a demandé, elle a dit tiens, je vais faire plaisir à mes amis, ma famille. Donc, elle a écrit un livre, mais sous forme romancée. Bon, il y a forcément d'elle à l'intérieur, mais c'est un roman. Ouais. Et elle a fait une grande réunion, donc il y avait une centaine de personnes. Et elle avait imprimé son livre à une centaine d'exemplaires uniquement pour remettre en cadeau à chaque personne présente qu'elle avait invitée. Ouais. Ok, d'accord. Et quelques semaines plus tard, les personnes ont été enchantées vraiment de son roman. Ils ont dit ah mais tu devrais vraiment le diffuser, vraiment le publier, etc. Mhm. C'était pas du tout son objectif au départ. Et au final, c'est devenu un livre qui s'est très très bien vendu. Subhanallah. Comme quoi, ce qui compte, en fait, bon là, on n'est pas dans l'histoire de famille, mais on est dans sa propre histoire, Mhm. c'est de vouloir partager pour partager et essayer d'avoir un impact sur l'autre. Et puis après, Ça nous ce qui appartient pas, en fait. non, pas du tout. Mhm. C'est comme quand la mère de Moussa, alayhi salam, a mis son bébé, donc ce qu'elle a de plus précieux, sur les flots. C'était pour le sauver et qu'il ait un impact parce que c'est un ordre divin, donc elle sait qu'il y a forcément un impact. Mais où il va atterrir, est-ce qu'il va mourir ou pas, tout ça, elle n'en savait rien. Et donc les grands destins, parfois, il faut vraiment juste se laisser porter par les flots, tout Mhm. simplement. Mm. Subhanallah. Trop. Voilà pour ma partie. Voilà ce que je pouvais dire par rapport Mhm. aux mémoires familiales. Est-ce que Et maintenant, Anna, tu peux nous présenter l'auteur ou t'as encore ah ouais, un petit. non, je vais vous présenter Nous l'auteur. sommes Alors, impatients, là. c'est assez inhabituel, mais Ouais. euh, comme c'est une voisine, du coup, elle est présente avec moi, donc je vais tourner la caméra Machallah. face à Siam. Donc, elle s'appelle Siam, donc un petit peu de suspense encore. Juste, je vais retirer mes écouteurs Mhm. pour voir si on peut être ensemble sur la même caméra. Et
Voilà, je ne sais pas si Ah, vous c'est bon. m'entendez Oui, bien. on t'entend bien. C'est bon, donc on peut rester comme ça. Donc je Oui, vous oui. présente. Salam alaikum. Ah, salam alaikum, Siam, ça va? Alhamdulillah, et toi? Machallah, oui. Ça me fait plaisir de te voir. Plaisir partagé. Trop mignonne. Elle est toute sage, elle attendait son tour, elle est trop mignonne. J'ai attendu, hein. J'étais sage. Trop mimes. Alhamdoulilah. Bah, bienvenue sur Allo. Franchement, c'est vraiment une bonne idée de faire partager ça, je trouve. Je sens que ça va être une bonne interview. Je le sens bien. Je trouve que quand on peut se voir en présentiel, c'est toujours préférable quand on a la possibilité. Bah Voilà. ouais. Et moi, je suis toujours ravie de rencontrer des auteurs et des personnes qui ont écrit. On sent qu'on fait, comment dire, qu'on a quelque chose à partager, qui est parce que je trouve quand même que ça demande du courage. Je trouve que ça demande du courage, même si voilà, on a été encouragé et motivé par d'autres personnes. Mais c'est toujours une étape courageuse. Oui, c'est vrai. Voilà. Alhamdoulilah. Voilà. Alors, à Donc, ta présence, Siam. donc à ma droite, c'est une aide-soignante en reconversion professionnelle. Sa compassion pour les personnes souffrantes remonte à sa jeunesse, alors qu'elle accompagnait son grand-père dans sa maladie. Elle en a fait un livre, Mon grand-père et moi. Moi aussi, je Quel l'ai. Hein. âge vous le saurez après, c'est une surprise à quel âge elle l'a écrit. Je n'ai pas envie de le Ouais. dire tout de suite. Donc voilà, Siam Magid. Donc, on a quelques questions à te poser. Pas de souci. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux commencer, Kerima? Oui, je veux bien. Donc déjà, bah, encore une fois, bienvenue sur Allo. C'est un vrai plaisir de t'inviter, de te revoir. Ça faisait longtemps. Et bah, du coup, je voulais commencer par une question un peu basique. Mais est-ce que tu as toujours voulu devenir écrivain ou c'est quelque chose que tu as développé par la suite? Ou alors tu voulais déjà quand tu étais petite? Alors, pas du tout. Je comptais pas du tout devenir un jour écrivain ou écrire quelque chose. C'est venu vraiment, c'est venu avec le temps, avec. J'écris en fait de base, j'écris. J'aime beaucoup beaucoup écrire. Mhm. Et arrivé comme ça, sans que je m'en aperçoive, j'ai lancé un truc et ça a été jusqu'au bout. Et voilà, c'était pas prévu du tout. C'est très spontané en fait. Exactement. Comme toi, machallah. Voilà. C'est vrai, ça correspond bien à ta personnalité, machallah. Et du coup, depuis combien de temps tu écris vraiment, que tu as ce plaisir d'écrire, que tu tiens peut-être des journaux intimes? Alors, depuis que je suis petite, peut-être à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à écrire dans des journaux. Voilà, voilà, j'écrivais au jour le jour, selon mes humeurs, selon mes envies. Mhm. J'écrivais dans la tête. J'ai encore mes journaux. Mhm. Voilà. Mais depuis toujours, j'aime beaucoup, beaucoup écrire. Super, Mhm. super. Et est-ce que tu as quelque chose qui t'a donné particulièrement là, parce que on peut comment dire, on peut aimer écrire. Moi aussi, j'écris beaucoup de journaux intimes, mais des fois, il y a un truc qui fait qu'on a un déclic, qui fait qu'on a envie d'écrire des livres, plus que des journaux, plus que des histoires, mais des livres. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu écrire ce livre, du coup, dans ce cas? Carrément, écoute. De base, je comptais pas du tout écrire un livre. Alors, j'écrivais en fait, de base, voilà, j'écrivais un petit peu me concernant moi des émotions, des choses que je traversais, des étapes de ma vie un peu difficiles, que j'arrivais pas forcément à exprimer de vive voix ou à en parler tout simplement. Donc, je prenais mon ordinateur et puis j'écrivais pour moi simplement. D'accord. Et, et au fur et à mesure du temps, il s'est passé certaines choses que vous allez découvrir. Oui. Et, euh, et voilà, et en lisant enfin, le rendu final, en fait, j'ai décidé de me lancer. Mhm. Je t'ai dit pourquoi pas, finalement, je devrais en faire un livre, en fait. C'est de toi que c'est venu. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux me dire à quel âge tu as écrit Alors, ton livre? mon livre, j'ai commencé à l'écrire à 19 ans et je l'ai publié du coup à 19 ans. À 19 ans. À 18 ans, j'ai commencé à l'écrire. Machallah. Dans la lancée, subhanallah. Encore une toute jeune femme. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton livre, un petit peu l'histoire, et puis vraiment, tu nous as dit que tu ne comptais pas écrire un livre, mais qu'est-ce qui t'a amené justement à avoir ce besoin impérieux de l'écrire et puis de le publier? Ok. Alors déjà, le titre de mon livre, c'est Mon grand-père et moi. Dans un premier temps,
Faut savoir que j'ai voilà. Il faut savoir que j'ai une maladie osseuse qui est un peu difficile à vivre au quotidien et surtout pendant ma jeunesse. Du coup, j'écrivais un petit peu mon ressenti par rapport à ma vie, à ma maladie et à ma douleur. Et je travaillais dans une maison de retraite, dans une unité qui était spécialisée dans la maladie d'Alzheimer, jusqu'au jour où j'ai mon grand-père qui a eu cette maladie. Du coup, à un moment donné, il a fallu faire un choix et voilà, j'ai passé beaucoup de temps auprès de lui. On a vécu cette maladie ensemble. Donc, il faut savoir que bon, nous, on est une grande famille. Quand voilà, je suis fatiguée, il y a quelqu'un à côté de moi qui va savoir reprendre le relais, etc. On s'est soutenus. Et donc, c'est ce que j'écris dans mon livre, c'est que voilà, avec la maladie, il faut savoir se soutenir. Et le livre en lui-même parle des étapes par quoi on est passé, par quoi mon grand-père il est passé, et la façon dont il faut savoir l'accompagner. Voilà. Ok. Donc du coup, Siam, si je comprends bien, toute ton inspiration, tu l'as puisée dans la maladie de ton grand-père, en fait. C'est vraiment lui le sujet d'inspiration. Bah, on le sait parce qu'on l'a lu, mais pour les personnes qui nous écoutent. Exactement. C'est surtout la relation qu'on a avec lui. Même pas la maladie, c'est vraiment cette relation qu'on a entre nous. Ça a été ma source d'inspiration, cette connexion. Ouais, machallah. Elle est très forte d'écrire. Plusieurs fois, j'ai pleuré, hein, je vais pas le dire, mais plusieurs fois, j'ai versé de petites larmes. C'est très touchant, machallah. Bah, c'est le but. C'est le but du message que j'essaie de faire passer. C'est dans un premier temps voilà, de toucher les personnes et de les encourager. De les encourager à se soutenir et à se serrer les coudes et à rester présent jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un t'a encouragé à le publier? Parce que là, tu parles de l'écriture, donc qu'est-ce qui t'a inspiré? Mais est-ce que quelqu'un t'a encouragé à le publier ou Merci, tu l'as fait comme ça? Alors, je vais expliquer mon histoire. Donc, pour moi, c'était déjà pas prévu de publier ce que j'avais écrit. Et quand j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec mon grand-père à la fin, donc après sa mort, Allah yarhamou, j'ai relu, ça m'a plu. Et je sais pas comment ça m'est venu à la tête de vouloir l'envoyer sur Internet. Je ne sais pas, même pas ce que j'écris sur Google, mais je voulais envoyer à tout prix, ouais. Je voulais à tout prix envoyer mon ouvrage, je voulais qu'on le lise. Du coup, j'ai pris le premier lien sur Google, j'ai écrit envoyer un ouvrage, et le premier lien sur Google, je l'ai envoyé. Donc, quand je l'ai envoyé, bon, bah, c'est tout, j'ai fermé mon ordinateur et je suis retournée à ma petite vie. Et peut-être un mois après, je reçois un mail du comité de lecture de Paris qui me dit que que mon ouvrage a été retenu et que ça les a intéressés. Je pensais que c'était encore une petite publicité où j'ai éteint et puis je suis retournée à mes occupations encore une fois et un mois plus tard, j'ai commencé à recevoir à la maison des contrats de plusieurs maisons d'édition. Donc il y en avait peut-être 5. Et bon, bah, j'étais pas riche, on va dire ça comme ça, j'avais pas de situation, voilà. Donc, j'ai pris la plus avantageuse pour moi. Je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Du coup, je suis tombée sur la maison d'édition Edilivre, qui me proposait de me publier gratuitement. Et du coup, bah, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai envoyé. Donc, j'ai signé un contrat que j'ai envoyé. Ouais. Et un mois plus tard, j'ai reçu mon premier livre à la maison. À ma grande surprise. Mais juste pour rebondir sur ça, du coup, ça veut dire qu'il y a des sites qui existent où tu peux juste envoyer ton ouvrage et c'est pas une maison d'édition, genre. Tu vois ce que je veux dire? C'est comment en fait? Tu rentres dans le site, tu envoies ton ouvrage et tu attends la réponse, c'est ça? C'est possible avec Edilivre d'envoyer un ouvrage et si ça leur a plu, ils prennent contact avec toi. Oui. Ah ouais, ok, d'accord. Subhanallah. Et juste quand tu reçois parce que bah, je l'ai vécu aussi, Anna aussi, quand tu reçois ton livre à toi avec ton prénom, c'est pas trop ouf la sensation, c'est trop bien. Je dis, oh. Oui, surtout quand on s'y attend pas. Bah oui, ouais, en plus, subhanallah. Anna, toi aussi, tu l'as vécu comme un truc. Ouais, ça reste une fierté. Ouais. Ça fait
En fait, c'est un résultat. En fait, c'est une matérialisation d'idées. Parce qu'à la base, le livre, c'est une histoire, c'est de la poésie, c'est un témoignage. Et, et donc, c'est dans la tête, c'est dans la tête. Mais une fois que c'est matérialisé en forme papier, Oui, Ouais, c'est ça devient plus vrai. plus tangible. Et, Ouais, oui. bah, c'est une fierté. Ouais, c'est une Plus fierté. concret, C'est subhanallah. vrai. Est-ce que tu penses encore écrire d'autres livres après celui-ci? Oui, bah oui. Ah, machallah. Donc, Bonne ma nouvelle. première expérience, elle m'a beaucoup touchée, elle m'a beaucoup plu. Et oui, je compte encore continuer à écrire, parce que je pense que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à dire et à publier, Inch'Allah. Oh, bah, c'est génial. Je vraiment courage. Merci beaucoup. Vraiment. C'est gentil. Il Merci faut beaucoup. continuer. Alors, j'ai une question. Je sais que tu as fait le choix de ne pas être corrigée. Oui, Ah c'est oui. ça. Alors, il y a beaucoup d'erreurs. Oui, j'en suis consciente. Mais on m'a demandé donc de me corriger, mais j'ai refusé. J'ai refusé parce que c'est mon histoire, ça fait partie de moi. J'étais jeune, j'avais ma façon d'écrire. Du coup, je voulais vraiment qu'on me lise tel que je suis. C'est moi, c'était moi. Donc, c'est un besoin quand même de. En tout cas, à ce moment-là, peut-être que les prochains, tu feras pas la même chose, mais en tout cas, Oui, c'était ton besoin sur oui, le moment, voilà, j'étais jeune. d'authenticité. Et voilà, vous touchez pas à l'histoire de mon C'est grand-père. ça, Même pas une exactement. virgule. Même pas une virgule. Voilà. C'est une En façon fait, de l'honorer aussi, finalement, et d'honorer qui tu étais au moment où, ouais. où tu as avec ton grand-père. Exactement. Et ce que j'aime bien, c'est que quand on connaît un peu Siem, bon, Anna, tu as pu la connaître un peu encore brièvement, mais c'est quelqu'un de très pétillant, très spontané. Et vraiment, subhanallah, quand je lisais le livre, je me disais, mais je l'avais déjà lu il y a quelques années, parce que je te l'avais commandé. Mais je me disais, c'est vraiment elle dans sa façon de. Tu sais, les phrases, elles sont très. C'est spontané, en fait. On ressent vraiment de l'authenticité. Je me suis dit, c'est vrai, en fait, ça te correspond vraiment. Subhanallah. Ça rajoute un truc quand on te connaît. C'est vrai. Hein. C'est très. Merci. Ça colle bien au personnage. Merci. Alors moi, je te connais moins, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait une fraîcheur, c'est vrai. Oui, elle est Et très, très spontanée. ce que je pense, moi, de ce livre, c'est que il y a toute la fraîcheur d'une jeune fille qui accompagnait son grand-père. Donc, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de, c'est pas une étude sur l'Alzheimer, c'est vraiment un vécu émotionnel d'une jeune fille qui parle à cœur ouvert de sa relation avec son grand-père et qui invite les gens en fait à Ouais, être aidés en famille, surtout quand un de ses membres souffre. Et moi, je pense que ça mériterait de se retrouver dans des EHPAD ou d'autres c'est vrai. structures, Ah non. personnes des personnes qui sont touchées par l'Alzheimer d'un membre de leur famille et qui pourraient trouver là en fait comme une espèce de transfert. Et parce qu'on a besoin, dans la compassion, que d'autres pleurent aussi notre peine. Ouais. Et toi, tu l'as pleuré avant, tu la pleures peut-être encore aujourd'hui la peine, et ça permettrait vraiment de libérer certaines personnes, émotionnellement. Ça, ce serait une bonne idée, ça, de proposer ton livre dans des EHPAD. Pourquoi pas? Tu devrais essayer, vraiment. Et toute autre structure Oui, ouais, oui. accompagnante. Ouais, c'est une bonne idée et je vais me lancer dans les EHPAD. Alors, je voudrais lire un passage, donc c'est à chaque fois comme ça dans l'émission, on lit un passage du livre qui nous a marqué, même si on a plusieurs qui nous ont marqué. Mais Anna, avant Oui. ça, j'avais juste envie de poser une petite question à Siem quand même, de ce que de ce que tu as écrit, mais j'ai trouvé ça pertinent, parce que c'est toujours une question que j'aime bien poser. Si tu devais changer quelque chose maintenant dans ton livre, 10 ans après peut-être, ou des années après, est-ce que tu le ferais? On a compris que non, mais est-ce que peut-être tu formulerais autrement les choses, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est une once de regret dans ce livre ou pas du tout? Alors, il y a peut-être des phrases. En fait, on Pas a pas qu'au niveau de la forme, hein, pas qu'au niveau de la forme. au niveau de la forme. Je laisserai tel qu'il est mon livre. Oui. Sauf les passages où peut-être je suis un peu trop directe et par rapport à certaines personnes qui sont peut-être plus en difficulté que d'autres, je suis radicale sur certaines choses. J'étais un peu trop radicale, mais c'était mon ressenti à 18 ans. Voilà. Ok. Mais Peut-être plus de modération, c'est ça que tu veux dire entre parenthèses. voilà, j'essaierai de dire les choses un peu plus calmement et voilà. Je trouve que c'est une question intéressante parce que
je suis permis de te la demander parce que en fait, moi maintenant quand je relis mes livres d'avant, c'est parce que le premier je l'ai publié en 2015, ça fait trop longtemps. Du coup, je me dis, il y a des choses que, tu sais, je me reconnais plus forcément dans les mots que j'ai employés. Et je me dis, c'est intéressant comme expérience de lecteur de reprendre ce qu'on a écrit avant et de se dire, est-ce que maintenant au niveau de ma pensée, je suis encore dans ces schémas de pensée? Et en fait, des fois, tu te dis, mais non, j'ai vraiment changé, subhanallah. Et le livre, il te montre à quel point tu as changé. Donc voilà, c'est faut vous dire sur ça. Je suis Donc, d'accord. tu peux Mais c'est être que en train d'aborder toutes les deux, c'est vraiment génial parce que moi, j'ai longtemps été prisonnière comment dire, et peut-être je le suis encore d'ailleurs, euh, du refus d'être débutant et ouais. du refus finalement de l'évolution. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que un livre, c'est comme une photo. C'est comme si en fait on refusait de se prendre en photo parce que ouais, mais non, parce que après plus tard, je serai plus sage, j'aurai modifié la couleur des cheveux, je serai comme ça, et j'ai pas envie de me voir avant. Mhm. Et en fait, là, de voir comment on évolue, le livre, il a figé notre moi à un temps donné. Et en fait, on voit qu'on est obligé d'évoluer. Il n'y a pas un être humain qui n'évolue pas. Mhm. Toute la création évolue. On est toujours en mouvement et en évolution. Et du coup, je pense que ceux qui peut-être nous écoutent et auraient envie d'écrire un livre, ça, c'est de sortir du je ne suis pas un expert, Ouais. oui, je ne sais pas vraiment écrire. Peut-être tout ça, c'est vrai. Vous n'êtes pas expert, vous ne savez pas écrire, voilà. Mais vous en avez envie. Et l'envie, elle n'est pas dans le cœur de tout le monde. Donc, exploitez-le et apprenez à accepter que ce sera vraiment pas parfait et que plus tard, 10 ans après, vous verrez que ah ben, j'ai pensé comme ça, ouais, mais ça, c'est moins bien. Mais c'est pas grave, vous aurez au moins cette fierté-là de l'avoir fait. Oui. Voilà, c'était juste pour rebondir sur vrai. Alhamdoulilah. Mais pour nous, il est impensable et intolérable de le placer en institution, sachant qu'il a beaucoup d'enfants et de petits-enfants. J'ai donc pris le relais. Je m'en occupe et je profite de chaque jour que Dieu nous offre. Je suis et j'ai toujours été proche de mon grand-père. Il a toujours comblé un vide dans mon cœur. Il est tellement gentil et rempli de bonnes intentions. Entre lui et moi est née une très grande complicité. Il est mes deux yeux, comme je suis ses deux poumons. Il ne sait pas que je suis sa petite fille. Il croit que je suis sa collègue de travail et que ma maison est un chantier où l'on y travaille ensemble. On passe la plupart de nos journées à rire et à nous amuser. Et c'est dans ces moments que je vois dans ses yeux un bonheur et une joie immense. Car oui, il est incompréhensible. Mais juste à travers son regard, je sais parfaitement distinguer son humeur, ses besoins ainsi que ses envies. Et les jours défilent et il devient de plus en plus dépendant. Parfois, il a honte de lui. Il a des moments de lucidité où il remarque qu'il fait encore n'importe quoi. Je l'encourage, je le rassure, et je lui dis que c'est bien et que demain il fera mieux. De temps en temps, je le regarde, je le vois triste, le regard vide, une petite mine fatiguée. Alors je lui parle, je le fais rire, je fais le clown et ça l'amuse. J'essaie de rester forte et de garder le moral, mais Dieu seul sait à quel point j'ai mal au cœur et à quel point je souffre de le voir ainsi. Le soir, au moment de dormir, je lui prépare son petit lit près du mien. Je lui récite quelques versets du Coran et je le rassure. Je lui dis qu'il a été super aujourd'hui et qu'il a bien travaillé pour lui faire plaisir et pour pouvoir apercevoir un joli sourire apparaître sur son visage avant de fermer les yeux. C'est très émouvant. Merci. C'est terminé? Oui. On est emporté dans le subhanallah. Ouais, c'était un de mes passages préférés aussi qui était très émouvant. Inch'Allah. Anna, tu veux donner ton avis sur le passage ou alors je lis le mien et ensuite tu te dis ton passage. Tu me dis ton avis. Ben, par exemple, pourquoi j'ai choisi ce passage J'ai beaucoup aimé la phrase « Il est mes deux yeux, je suis ses deux Ouais, moi poumons ». aussi, j'ai trop aimé. J'ai senti cette... en fait, on fait qu'un. Et je suis ce que tu n'es pas et tu es ce que je ne suis pas. Tu vois, il y a vraiment... Et toute l'attention donnée pour ne pas mettre mal à l'aise l'autre qui souffre déjà, Ouais. pour faire semblant, pour le faire rire, pour lui dire que ça va aller, alors qu'on n'en sait rien.
pour lui dire c'est bien, alors qu'on le voit dégringoler dans la santé. Mais tout cet optimisme et tout cet amour et toute cette joie qu'elle a essayé de transmettre, c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé, machin. Mais c'est Siem en fait. T'es quelqu'un de très positif et très subhanallah. C'est vrai, hein. Merci. Ton livre, il te représente bien. Donc moi, c'est à la page 15. Ah, donc c'est à la page 15. Mais juste que je me souviens. Donc voilà. Donc, pour ma part, je vis dans le bonheur, l'ayant près de moi, et mon cœur déborde d'amour pour lui. Certes, je n'ai pas beaucoup de temps à me consacrer, mais j'aime tellement voir l'expression de reconnaissance et de bonheur sur son visage. Il est devenu vital pour moi, et quand il n'est pas là, je ressens une partie dans mon cœur vide. Je ne peux vraiment pas imaginer ma vie sans lui, et je redoute le jour où il ne sera plus là. Je me remplis de souvenirs de lui. D'ailleurs, j'ai pris une caméra où je le filme quotidiennement. Je profite de chaque seconde qui passe car il est ma joie. Je suis fière de lui et de ce qu'il est maintenant. Et malgré qu'il n'a plus de sa tête, je le respecte énormément et je le respecterai toujours. Et je dis tout de même Alhamdoulilah car il y a pire que cette maladie. Chaque jour que je passe avec lui est un cadeau pour moi. J'ai beaucoup aimé l'idée de filmer. Je trouve que c'est super bien comme idée de filmer chaque jour pour avoir en fait des souvenirs en continu en fait, subhanallah. Et j'ai bien aussi aimé le passage où tu dis, et c'est là qu'on voit subhanallah les adeptes de l'islam quand même, c'est malgré le fait qu'il ait plus sa tête, qu'il soit comme il est, je le respecte et on sent vraiment subhanallah, une attention, une préciosité par rapport au traitement que tu avais avec ton grand-père qui est vraiment touchante, c'est vraiment tu vois ce que je veux dire? C'est beau en fait d'avoir cette préciosité pour la personne alors qu'elle est voilà les mâles etc. Et toi tu gardes les adeptes de rester respectueuse avec lui, de lui donner toujours la bonne parole, c'est beau. Ça m'a beaucoup touchée. J'aimerais avoir ces adeptes avec les personnes de ma famille qui des fois c'est difficile et des fois on craque mais en fait non, tu montres le bon comportement. On doit toujours rester respectueux et avoir le bon soupçon et la bonne parole. Mais c'est pas facile. Donc félicitations. Chapeau. Merci beaucoup. Inch'Allah. Écoute, on a l'habitude de terminer avec l'actualité. Donc, pour les personnes qu'on reçoit, si par exemple ils ont une actualité littéraire ou une actualité dans leur activité, et puis nous aussi, bien sûr, on présente la nôtre. Donc, je vais commencer avec la mienne, de manière très égoïste. On a l'habitude, Anna. Hein. On va écouter. On a l'habitude. Alors, le 18 et 19 février, je vais participer à un webinaire qui est organisé par Vaste Ressources. Ce sera une dizaine d'intervenants dans différents domaines, mais tous sous le thème des saisons de l'entrepreneur. Voilà, donc moi j'interviendrai le dimanche après-midi, il me semble à 13h30, Inch'Allah. Ensuite, je continue mes ateliers d'expression de soi, donc c'est pour l'instant pour les enfants et puis femmes et adolescents. Et enfin, Inch'Allah, en février, mon actualité, c'est que je serai devenue, Inch'Allah, praticienne en bilan de compétences et je me forme auprès d'Audrey Prade. Donc, c'est en spécialité Ikigai. Et voilà, donc le mois prochain Allo, je vous parlerai un petit peu de cette activité, Inch'Allah. Et puis, c'est tout. Okay. Voilà, est-ce que, Siam, tu aurais des actualités, toi? Alors, pour ma part, bon, j'ai replongé dans les études. Du coup, je suis juste, j'espère, Inch'Allah, pouvoir être diplômée. Je prépare le concours d'assistante sociale. Ok, voilà. d'accord. Le concours en février. Et dans 3 ans, je vous dirai, je ferai un petit passage sur Allo pour vous dire. Oui, pour ton deuxième livre, madame, j'espère. Pour ton livre. Pour ma part, donc, je rappelle juste que j'ai lancé la petite série Nos sœurs ont du talent. D'ailleurs, tu pourras passer avec moi. Donc, c'est une série, une émission dans laquelle je mets en lumière les femmes musulmanes qui proposent ce qu'elles font, que ce soit des personnes ingénieurs, des web designers, des écrivains. Bref, elles viennent, elles nous parlent de ce qu'elles font. Et on est content parce que ça donne une bonne image des musulmanes et c'est ce qu'on veut. Voilà. Il y a toujours mes livres sur Atramanta. J'ai l'impression de faire la forceuse avec ça. Et j'ai commencé à mettre, avec l'aide d'une sœur, mes épisodes sur YouTube, donc tout ce que je mets sur Instagram, parce que c'est vraiment pas une plateforme où on peut mettre beaucoup de contenu, donc j'ai mis tout sur YouTube. Voilà. Est-ce que, Siam, tu veux me dire le mot de la fin par rapport aux personnes qui nous regardent? Alors, je vous souhaite à tous
une bonne et belle vie, Inch'Allah, et restez soudés face aux épreuves de la vie, restez soudés avec vos familles, avec vos proches, et profitez pleinement de chaque instant. Alhamdulillah. Un beau message de paix. De rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, Anna, tu peux, si tu veux, clôturer avec notre petite citation. Oui, on a toujours à la fin une citation de fin. Donc, on essaie de la choisir en rapport aussi avec l'auteur qu'on reçoit. Ouais. Donc, c'est une citation de Joyce Meyer. Passez du temps avec votre famille et vos amis. Personne sur son lit de mort ne dit jamais « J'aurais souhaité passer plus de temps au bureau ». À méditer. Machallah. À très bientôt, Inch'Allah. Merci pour votre écoute à tous. Merci Anna, merci Siem. Ça va Merci à Avec toi. plaisir. Bisous.